Bonjour à tous et à toutes, bonjour, bienvenue pour ce webinaire. Donc la société Affluent Medical, donc on va faire un petit point d'avancement sur les activités donc, de cardiologie structurelle. Le webinaire sera animé donc, par Michel Thérin, président du conseil d'administration, et Sébastien Ladé, directeur général, c'est ça? Bonjour. Bonjour. N'hésitez pas à poser vos questions directement via l'onglet questions, je les poserai au fur et à mesure à Michel et à Sébastien, si bien évidemment ça traite du sujet qu'ils sont en train d'exposer. Voilà. Alors vous avez pu voir ce matin que l'action Affluent Medical était en pleine forme. Alors je vous rappelle, c'est simplement, elle fait partie de l'Eurolist compartiment s'il me semble, éligible PEA et PEA-PME. C'est ça. Voilà. L'introduction en bourse a eu lieu en 2021. Voilà. On aura peut-être l'occasion de reparler un petit peu du parcours boursier en fin de séance. Mais tout d'abord, messieurs, avant de commencer, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur l'historique de la société, ces différents métiers, et bien évidemment, peut-être tout au long de ce webinaire sur la nouvelle que vous avez annoncée donc hier soir. Très bien. Donc on va peut-être commencer par se présenter. Oui. Donc je suis Sébastien Ladé, le directeur général d'Affluent Medical depuis maintenant une année. Préalablement à ça, j'ai travaillé chez Medtronic, qui est un grand groupe qui développe des dispositifs médicaux à travers le monde, hein, c'est 90 000 personnes. Et j'y ai passé 16 ans, 6 ans aux États-Unis, dans différents postes à responsabilité en stratégie, en gestion de portefeuille. Et au préalable, une dizaine d'années en France, c'est là où nos carrières se sont croisées avec Michel et où j'ai développé jusqu'à la commercialisation plusieurs produits implantables, donc un peu similaires à ce que l'on développe chez Affluent, même si ce n'était pas pour le cœur, ni l'urologie. Voilà, ça fait un parcours avec une formation scientifique, avec un doctorat dans les matériaux biomédicaux à usage médical. Michel. Merci Sébastien. Donc Michel Thérin, je suis président du conseil d'administration d'Affluent depuis le 1er janvier de cette année. Au préalable, je dirigeais l'activité d'imagerie interventionnelle de Siemens depuis leur introduction en bourse en 2018. Donc j'étais basé en Allemagne. Et préalablement à ça, j'ai également travaillé une bonne douzaine d'années chez Medtronic, là où j'ai rencontré Sébastien, où j'ai également occupé des fonctions de responsabilité à la fois managériale, business, ou développement stratégique et développement technologique pendant plusieurs années. J'ai également une formation scientifique, j'ai 2 doctorats, l'un en sciences de la vie puisque je suis vétérinaire au départ, et un doctorat en sciences de l'ingénieur spécialisé en matériaux. D'accord. Voilà. Okay. Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu sur vos différentes activités? Oui. Donc je pense qu'il y a de la recherche. Donc j'ai cru voir qu'il y avait 4 produits phares, Calios, Epigon, Artus et Cardiosis, c'est ça? Qu'est-ce que vous pouvez expliquer un tout petit peu aux internautes que sont ces différents produits? Oui, on va vous donner un petit peu au travers de la présentation ces différents éléments. Donc Affluent Medical, c'est une société qui a été créée en 2018 justement par le regroupement de ces 4 technologies. D'accord. On en développe aujourd'hui 3. Cardiosis est une technologie en chirurgie endovasculaire qu'on essaye de licencier. Et donc le cœur de notre activité, c'est vraiment l'urologie et la cardiologie structurelle, puisqu'on a ces trois produits qui ont été développés. Alors ça a pris, c'est une dizaine d'années de collaboration entre des chirurgiens, des cliniciens et des ingénieurs pour venir là où on en sommes aujourd'hui avec ce développement de ces 3 produits. Ces 3 produits, donc Calios, Epigon, qui sont eux en cardiologie structurelle, et notre 3e produit qui est en urologie, sont très différenciés. Ils apportent vraiment, ils répondent vraiment à un besoin clinique, on y reviendra. Et c'est des produits qui évoluent dans un marché qui est relativement important, puisqu'on le caractérise d'environ 10 milliards, qui croît à double chiffre, et qu'on a bien protégé, puisqu'on a 35 familles de brevets qui nous couvrent nos inventions. D'accord. Vous êtes implanté en France ou en étranger ou... Alors, effectivement, donc notre implantation est un peu européenne, puisque nous avons 2 sites qui sont basés en France, un à Aix-en-Provence, où nous avons, on va dire, une bonne partie du management de la société, et puis nous avons un site à Besançon et un site en Italie, près de Turin. Donc ça fait 3 sites au total. Pour idée, on a environ 1500 m² de locaux, de laboratoires, de bureaux, mais également
vraiment un outil industriel pour fabriquer, puisque nous sommes en phase clinique sur nos 3 produits. Donc on fabrique nos produits essentiellement à Besançon et puis en Italie. La société compte environ 68 personnes aujourd'hui et notre capacité de fabrication est d'une centaine de produits, on va dire, par an, de manière à alimenter nos essais cliniques. D'accord. Alors peut-être on peut vous dire un petit peu plus sur les pathologies et comment elles affectent les patients. Donc aujourd'hui, les 2 pathologies sur lesquelles on se focalise, elles ont vraiment un impact important sur la qualité de vie de 600 millions de patients. Donc c'est la prévalence combinée des deux maladies. Aujourd'hui, effectivement, on va faire un focus sur les progrès de la cardiologie structurelle, mais notre portefeuille comporte des produits à la fois pour la cardiologie structurelle et l'urologie. Donc plus spécifiquement, les 2 maladies sur lesquelles on se focalise avec nos 3 produits sont premièrement l'insuffisance mitrale. Donc il faut savoir que l'insuffisance mitrale est une maladie du cœur, plus particulièrement d'une des valves du cœur qu'on appelle la valve mitrale, on reviendra dessus. Et donc lorsqu'on a une insuffisance mitrale, ça impacte vraiment la qualité de vie des patients, puisque voilà, ces patients-là, lorsqu'ils sont dans un état sévère, vont avoir beaucoup de mal à faire les gestes quotidiens de la vie. C'est des gens qui ne peuvent pas passer de leur lit à leur douche sans être complètement essoufflés, et on reviendra dessus parce qu'on a quand même un retour des essais cliniques qui sont en cours sur ce produit-là positif. C'est des grands-parents qui ne peuvent plus jouer avec leurs petits-enfants, donc ça a vraiment un impact. Et malheureusement, c'est encore une chirurgie qui est très lourde et qui ne peut pas être reçue par tous les patients. Et donc sur cette partie-là, même avec des médicaments, on a un taux de mortalité d'environ 50% à 3 ans, donc c'est vraiment une maladie qui impacte la qualité de vie, mais aussi le pronostic vital de ces patients. Et puis sur le second focus de l'entreprise, donc dans l'urologie, on s'est focalisé sur l'incontinence urinaire. Donc là, il n'y a pas de pronostic vital, mais les gens sont vraiment impactés socialement, donc ils s'excluent. Et donc ça a vraiment un impact lorsqu'on est, on va dire, une femme qui a eu plusieurs enfants, un homme qui a subi une chirurgie, et de devoir faire face à une fuite dans des moments délicats, c'est toujours des choses qui sont socialement difficiles. Et donc aujourd'hui, c'est essentiellement solutionné par des petites chirurgies qui ont des complications relativement élevées, ou tout simplement par des couches d'adultes. Donc c'est pas des solutions qui sont vraiment attrayantes pour les patients aujourd'hui. Donc voilà, 2 maladies qui impactent beaucoup de gens dans le monde et pour lesquelles on a des solutions qui sont innovantes. Et c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes ou... Effectivement, c'est à la fois pour les hommes et pour les femmes. On reviendra un petit peu dessus. Ce qu'il faut peut-être mettre aussi en perspective, c'est la tendance générale, globale, mondiale de l'évolution de ces maladies-là, avec l'augmentation de la population mondiale, son vieillissement, l'accès aux soins heureusement de plus en plus fréquent de toute une classe moyenne qui émerge un peu partout dans le monde. Ça ne fait qu'augmenter les besoins autour du traitement efficace, moderne de ces pathologies-là. Et c'est peut-être aussi un avantage pour les chirurgiens, non ? Alors c'est souvent des maladies qui sont très demandeuses de technicité de la part des praticiens, et donc lorsque l'on simplifie les gestes opératoires, qu'on les rend mini-invasifs, donc de façon à ce que les patients puissent récupérer beaucoup plus vite, c'est au bénéfice de tout le monde. Ça coûte moins cher, c'est plus facile à accepter de la part des patients, ils en souffrent moins en post-opératoire immédiat et ils peuvent ressortir de l'hôpital plus rapidement. D'accord. Juste pour une petite précision, est-ce que vous pouvez préciser du coup ce que signifie la chirurgie invasive ? Oui, alors justement, c'est une très bonne transition pour notre partie ici. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, donc je parlais de l'insuffisance mitrale. Donc on a un petit dessin qui explique l'anatomie de la valve mitrale, qui est une des 4 valves à l'intérieur du cœur, et c'est celle qui permet de faire circuler le sang oxygéné, donc c'est très important. Et donc aujourd'hui, cette chirurgie se fait avec une sternotomie, donc le chirurgien vient ouvrir le sternum, il vient ouvrir le cœur, et on fait circuler le sang à l'extérieur pendant environ 90 minutes la durée de la chirurgie. Donc c'est ça qu'on appelle une chirurgie qui est très invasive. C'est très invasif, et les patients qui subissent ce type de chirurgie ont entre une période de récupération qui prend 6 à 9 mois. Quand on dit récupération, c'est que vous êtes alité, vous ne faites pas vos activités quotidiennes, et vous restez plusieurs jours, voire plusieurs semaines à l'hôpital au départ. Et donc c'est un des gros blocages aujourd'hui de cette maladie, c'est qu'il
il n'y a pas de solution mini-invasive. Alors il y a eu des évolutions, mais qui impactent encore énormément la récupération du patient. Donc c'est pour ça qu'il y a environ seulement 4% de ces patients qui sont atteints d'insuffisance mitrale sévère, qui sont opérés. Donc c'est généralement des patients qui sont jeunes. Et les patients plus âgés sont juste médicamentés avec le prognostic vital que je vous ai partagé, donc 50% à 3 ans, qui n'est pas très bon. Oui, comme l'a expliqué Sébastien, quand on vous scie le sternum en deux, qu'on vous ouvre les côtes, on vous arrête le cœur, on vous dévie la circulation, vous pouvez bien imaginer que c'est quand même assez... on peut difficilement faire plus invasif. Et donc tout le monde ne peut pas supporter ce type de chirurgie. Donc, et là, lorsqu'on parle de mini-invasif, Sébastien va y revenir, on parle de gens qui sont avec le cœur qui bat, la circulation qui continue. On verra que certaines des interventions peuvent même peut-être à terme se faire sous une anesthésie partielle, etc. Donc ça n'a plus rien à voir. Donc là, ça devient éligible à pratiquement toute la population, y compris les plus âgés, les plus faibles d'entre nous. Voilà. Donc c'est effectivement pour cette on va dire maladie, l'insuffisance mitrale, on a 2 produits dans notre portefeuille actuellement qui sont tous les 2 à l'étape clinique. Le premier, c'est un nanomitral qui est donc implanté par une chirurgie, alors mini-invasive, mais qui reste quand même une chirurgie lourde. Et on va revenir sur la différenciation d'ici quelques secondes. Et puis ensuite, on a une valve. Donc lorsque la sévérité de l'insuffisance mitrale est beaucoup plus avancée, on ne vient pas réparer, mais on vient remplacer la valve. Et là, c'est une valve qui s'implante par voie transcathéter. Donc il n'y a plus de sternotomie, le cœur est battant, et on reviendra sur cette partie-là. Donc ça, c'est un marché qui est relativement important. C'est un marché qui avoisine les 5 milliards à horizon de 2027 et qui croît environ à 14%. Donc c'est quelque chose de très important pour la société. Donc la seconde pathologie, l'incontinence urinaire, là, elle touche 420 millions de personnes dans le monde. On a l'habitude de dire que c'est plus grand que la population des États-Unis, donc ça donne un petit peu, on va dire, l'amplitude, l'ampleur de la maladie, mais ça touche des gens beaucoup plus jeunes. Donc la prévalence est relativement élevée, même à partir de 40 ans. Et c'est souvent des femmes d'ailleurs qui sont touchées après plusieurs naissances, puisque ça vient modifier le plancher pelvien. Et puis on a avec l'âge aussi les tissus évoluant, une prévalence qui augmente chez les personnes âgées. Donc c'est une maladie qui est pas très bien reconnue, avec un peu de honte, les gens n'aiment pas trop en parler, même pas à leur médecin, donc essentiellement traité avec des couches. Et effectivement aujourd'hui il y a des solutions de sphincter, mais qui ont été développées et spécifiquement pour l'anatomie masculine, alors que 80% des patients sont des femmes. Donc là il y a déjà un gros besoin en termes de la population des patients à soigner. Et puis il y a aussi énormément d'améliorations, on y reviendra dans quelques secondes. Et là on a un produit qui s'appelle Artus, qui est un sphincter qui est contrôlé par une télécommande, qui permet de contrôler son incontinence. C'est également un très gros marché qui croît à 11%, donc quelque chose de très attractif également pour la société. Et c'est invisible. Et c'est invisible, donc on implante ce produit-là par ce qu'on appelle célioscopie. Donc on fait par des trocars, des petits trous qui permettent aux chirurgiens de venir positionner le produit sans avoir une chirurgie, on va dire, trop invasive pour le corps. Voilà, donc ça c'est un petit peu les 2 maladies et nos produits. Et puis on a des éléments pour expliquer un petit peu, on va dire, la valeur ajoutée de nos produits. Aujourd'hui, et c'est une des raisons pour laquelle moi je suis venu diriger la société après avoir travaillé 16 ans chez Medtronic, c'est que j'étais vraiment attiré par cette différenciation, cette rupture d'innovation sur nos 3 programmes qui permettent vraiment de répondre à des besoins. Donc ces produits qui ont été développés, ils sont vraiment innovants. Ils proposent des solutions qui sont moins invasives pour le patient, plus faciles à utiliser par les chirurgiens ou les médecins, et pour lesquels les équipes sont venues s'inspirer du design de l'anatomie humaine, de manière à ce que ce soit beaucoup plus physiologique, biomimétique, et puis ils s'ajustent en fonction avec l'évolution de la maladie. Donc ça aussi c'est quelque chose de très important, on en discute beaucoup avec Michel, puisque ça permet d'éviter des chirurgies, de nouvelles chirurgies. Donc pour le patient et pour les systèmes de santé, c'est très positif. Donc peut-être quelques mots sur nos différenciations. Donc vous avez là le portefeuille de produits qu'on développe à l'écran.
Donc les deux produits sur la gauche sont les produits en cardiologie structurelle. Et puis à droite, voilà, Kalios et Epigone. Et puis sur la droite, c'est notre produit en urologie qui est Artus. Donc sur Kalios, c'est dans le cas de la réparation chirurgicale. Donc là, c'est pas une sternotomie, c'est plus une incision qui se fait mini-invasive sous les côtes. C'est quand même à cœur ouvert avec une circulation extracorporelle. Mais c'est le seul anneau, et on a vraiment regardé ça à tous les chirurgiens, même avec de grandes sociétés avec qui on discute, c'est le seul anneau qui vous fournit la possibilité de réajuster après la chirurgie et donc d'éviter de refaire une nouvelle chirurgie invasive. Donc c'est un cas qui est extrêmement bénéfique pour le patient puisque les patients évoluant, vieillissant sont affaiblis, le cœur est affaibli, ne peuvent pas supporter une nouvelle opération. Et là, c'est une intervention qui se fait avec un petit cathéter, avec une piqûre d'anesthésie locale à cœur battant et on vient comme ça réajuster l'anneau qui vient réduire la fuite mitrale. Ça prolonge la vie des gens, donc c'est absolument, on va dire, innovant et disruptif sur cette partie-là. On va juste montrer comment ça se positionne. Donc là, vous voyez une petite animation. Donc vous voyez le produit qui est implanté dans le cœur, vous voyez cette petite ligne qui permet au chirurgien de venir introduire le cathéter en cas de récidive, de récurrence. Et donc vous voyez le problème ici, c'est la valve mitrale que l'on voit, vous voyez le sang qui ressort, donc en fait c'est cette fuite qu'on caractérise d'insuffisance mitrale et qui se caractérise parce que les feuillets de la valve ne se touchent plus. Donc le cœur bat, mais on a une perte d'efficacité. Et donc lorsqu'on a vraiment, après positionnement, plusieurs années ou plusieurs mois après, une récurrence, vous voyez qu'on vient d'introduire un petit cathéter dans le ballon, dans l'anneau, et on vient déformer pour faire en sorte que les deux feuillets de la valve se rapprochent. Et vous voyez là, on ne voit plus la fuite. Et donc c'est ça qui permet, sous anesthésie locale, de venir corriger cette fuite mitrale et permettre aux patients de reprendre un état clinique qui soit aligné avec une qualité de vie normale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très innovant. Notre second produit donc est une valve. Donc là, on n'est plus dans une approche de chirurgie, de réparation, on est dans une approche de remplacement. C'est Epigone. C'est Epigone, effectivement. Donc là, c'est quelque chose qui aujourd'hui est relativement invasive puisque c'est des très grosses valves qui doivent être implantées. Et donc là, c'est une valve qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la valve native. On s'est inspiré du design et elle vient d'être implantée avec un cathéter. Donc on fait une petite incision, on introduit le cathéter et donc on va regarder là en quelques secondes. Vous voyez une coupe du cœur. Le cathéter est introduit dans le cœur et progressivement, à cœur battant, on va déployer la valve qui va venir se positionner dans la valve native et puis jouer son rôle et permettre en fait au sang de circuler. Et là, c'est vraiment la différenciation de ce produit-là. Déjà, c'est positionné par voie transcathéter, donc c'est beaucoup moins invasif. Le patient récupère beaucoup plus rapidement. Et puis, ça permet de restaurer le flux naturel dans le cœur du sang. Et ça, c'est très important parce que ça permet aux patients de récupérer très rapidement ou de traiter des patients qui sont beaucoup plus faibles. Voilà. C'est la seule valve de ce type actuellement en essai clinique. C'est ça. Voilà, aujourd'hui, on n'avait pas de concurrents là-dessus qui font exactement la même chose. Il y a d'autres valves, mais celle-ci est la seule qui reproduit l'anatomie humaine. D'accord. Donc, et en général, mère nature, on fait difficilement mieux, donc on essaye de se rapprocher le plus possible de ce qui était l'anatomie originelle. Voilà. Ensuite, notre dernier produit, qui est donc le sphincter urinaire Artus. Donc là, c'est un produit qui vient s'implanter par voie mini-invasive, donc on a par cilioscopie. Donc on vient positionner le cerveau, on va dire, du dispositif que l'on voit dans la partie basse de l'abdomen. Et puis là, c'est dans l'anatomie féminine, donc on voit le dispositif qui vient être mis autour de l'urètre. Et donc ça permet, avec la télécommande, d'activer, de serrer et de desserrer, de contrôler tout simplement. Donc celui-ci est une technologie sans contact qui permet d'être implantée à la fois chez les hommes et chez les femmes, qui est très simple d'utilisation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les derniers dispositifs qui ont été mis sur le marché, ils datent des années 80 et avec beaucoup de complexité à implanter par les chirurgiens et puis une expérience du patient qui est absolument atroce. Je passerai les détails. Si une personne ressent une envie pressante, hop, on appuie sur le bouton et hop, ça se referme. C'est ça, exactement.
Vous avez 3 positions hein, sur la. Voilà. C'est un boîtier extrêmement simple, hein, c'est 3 boutons. Ouvert, fermé. D'accord. Et il y a d'autres avantages de par la technologie du software qui viennent s'adapter en fonction du rythme du patient. Donc le jour, la nuit, ou si le patient fait du sport, ça permet d'éviter certaines complications qui sont observées avec les produits qui sont sur le marché aujourd'hui. Alors je vois qu'il y a 2 questions, mais je pense qu'on vous les aborderait après. Il y en a un qui simplement qui dit bon, est-ce que vous avez prévu un jour d'attaquer, on va dire, les pays africains? Et la deuxième, c'est comment vous vendez ces produits, à qui vous les vendez? Est-ce qu'il y a des commerciaux? Est-ce que c'est par Internet? Quel est un peu votre système de commercialisation, quoi? Alors, sur tout ce qui est régionalité, on regarde forcément à commercialiser dans tous les pays, mais on se concentre, puisque nous sommes une petite société, et le développement du produit est clinique, est relativement coûteux et s'étend et augmente en fonction du nombre de pays qu'on va viser. Donc au départ, on a des cibles qui sont généralement autour de l'Europe ou des États-Unis, de la Chine. On essaye de viser les plus gros marchés dans un premier temps, mais avec l'objectif de s'étendre progressivement avec des moyens supplémentaires. Donc on se focalise au départ parce qu'on a de petits moyens et on s'étend progressivement. On va aussi chercher des partenaires pour s'étendre dans d'autres géographies. Et là, on a plusieurs stratégies et on reviendra sur certaines d'entre elles. Mais on va nous-mêmes, à l'horizon 2026, lorsque l'on commercialisera nos premiers produits, constituer une petite force de vente pour l'Europe, pour entre les 3 à 5 pays les plus importants. On a pour la partie, on va dire, Europe de l'Est et un complément de notre force de vente, passer des partenariats avec des distributeurs qui sont spécialisés dans les dispositifs médicaux. Donc on a déjà établi des partenariats avec un gros distributeur européen. Pour les marchés comme les États-Unis, Michel et moi avons beaucoup travaillé sur le lancement de produits aux États-Unis. C'est des dynamiques qui sont très différentes de l'Europe. Et donc là, il faut absolument aller chercher des partenaires. Donc on connaît bien le réseau des grosses sociétés, des conglomérats qui évoluent dans ce domaine-là. Et donc l'objectif étant d'avoir un partenaire sur une licence d'un de nos produits pour les États-Unis, par exemple. Quitte à ce que ce partenaire ait une prise de participation dans votre entreprise pour justement accélérer potentiellement un petit peu le... Juste pour répondre à la question également, ce type de produit ne se vend pas sur Internet. C'est une vente extrêmement technique qui demande un accompagnement important. Donc c'est encore un mode direct de communication avec le client. Et les clients, ce sont les hôpitaux, les départements donc, de chirurgie cardiaque ou de chirurgie urologique. Et l'interface principale est à travers le chirurgien. Ce sont des produits extrêmement différenciés. Donc ça passe principalement par une voie décisionnaire autour du chirurgien. Et donc aussi un accord au niveau des différentes administrations de chaque pays. En termes de remboursement, effectivement, oui. Alors on est quand même sur des produits qui sauvent la vie des patients, donc c'est relativement facile d'obtenir les remboursements. Néanmoins, il faut y travailler, il faut démontrer le bénéfice clinique. Alors c'est relativement facile d'un point de vue remboursement, mais c'est très difficile d'un point de vue réglementaire, hein, parce que les produits sont extrêmement contrôlés, et évidemment la sécurité passe avant tout, donc on doit montrer que tout a été validé, documenté à travers des essais cliniques. C'est pour ça que ça prend souvent plusieurs années de démontrer tout ça. D'accord. Donc, si on souhaitait communiquer avec nos actionnaires, de futurs investisseurs aujourd'hui, c'est parce qu'on a quand même progressé dans notre pipeline, dans nos activités. Et donc, on a plusieurs résultats intéressants à partager aujourd'hui, notamment sur les 2 produits qui sont en cardiologie structurelle, sur Kalios et Epigone. Donc on peut peut-être avancer sur cette partie-là. Justement, parce que vous allez mettre l'accent sur Kalios et Epigone, est-ce que ça ne va pas du coup venir impacter un petit peu tout ce qui est urologie? Alors, à ce stade-là, on a décidé de... Alors, la réponse courte, c'est non. À ce stade-là, on a décidé de faire une update sur la partie structural heart parce qu'on avait ces informations importantes qu'on souhaitait partager avec le marché. On s'était engagé à des milestones spécifiques et donc on souhaite partager les progrès. Aujourd'hui, le mandat, c'est de toujours pousser notre portefeuille de produits en parallèle. Ça ne veut pas dire qu'un jour, ça ne changera pas, mais aujourd'hui, c'est
vraiment notre objectif. Et puis, ça a un avantage d'avoir 3 produits, c'est que si on a des difficultés sur l'un ou sur l'autre, ça nous permet de réduire les risques. On est quand même une société cotée. Être monoproduit, c'est toujours dangereux. Voilà, on dit toujours qu'un seul produit fera le succès de la société. Peut-être qu'au départ, ils ne pensaient pas que les 3 produits allaient fonctionner. Aujourd'hui, ça nous crée d'autres problématiques, mais en tout cas, on reste à la même vitesse sur les 3 programmes. Parfait. Voilà. Juste une précision, quand Sébastien parle de structural heart ou de cœur structurel, on parle principalement des valves du cœur. Hein. C'est ce que les cardiologues appellent ça le cœur structurel. C'est en opposition au coronaire, au système coronaire qui a été l'objet de beaucoup d'attention dans les précédentes décennies, ou les maladies du sang qui ne sont pas couvertes ici. Là, on parle vraiment des maladies chroniques, évolutives, dégénératives, des valves, quelles qu'elles soient, qui ont chacune leur pathologie propre et qui ont des grosses conséquences sur la fatigabilité, la capacité des patients, comme l'a expliqué Sébastien tout à l'heure. D'accord. Voilà. Donc, comme je l'ai expliqué, nos 3 produits sont en phase clinique à différents stades. Et donc, Kalios est un produit dans lequel nous sommes en phase pivot. Donc, c'est la seconde étape de progression clinique. Et donc là, on a obtenu de très bons résultats. Donc, on a un essai clinique qui a été lancé il y a plusieurs années. Et on a obtenu le suivi à 1 an de 20 patients. Et donc, ce suivi à 1 an, c'est important parce que c'est un suivi qui correspond à notre objectif dans l'essai clinique. Ce qui veut dire que si on atteint cet objectif, c'est une bonne chose. Donc on recrute des patients dans plusieurs centres qui sont européens et puis on a une sous-segmentation de ces patients en fonction de l'insuffisance mitrale. Mais le point qui est très important, c'est que sur ces 20 patients qui ont été implantés, donc sur le graphique qu'on voit à droite, c'est des patients qui avaient des insuffisances mitrales très sévères et donc 1 an après, ils n'ont plus d'insuffisance mitrale que triviale. Et donc ça, c'est déjà le premier résultat très positif, c'est que Kalios est efficace en tant qu'anneau mitral pour réduire la régurgitation mitrale. Le deuxième point, c'est que le profil de sécurité, il est absolument très bon à 1 an et il est comparable par rapport aux autres produits qui sont aujourd'hui sur le marché. L'annuloplastie est une technique qui est utilisée depuis une trentaine d'années, mais aucun anneau n'est réajustable comme notre produit. Donc ça, c'est le premier point qui est pour nous une grande avancée dans l'évaluation clinique de ce produit. L'autre aspect, c'est au niveau de l'ajustement. Donc comme je l'ai dit, cet ajustement de cet anneau avec une anesthésie locale permet vraiment d'éviter une nouvelle chirurgie. Et donc on a 5 patients qui ont été réajustés pour démontrer que c'était faisable. Un patient qui a été réajusté 11 mois après sa chirurgie, quelqu'un qui était en situation fragile avec, on va dire, une insuffisance cardiaque prononcée. Et donc on a réussi à le ramener vers une insuffisance mitrale triviale. Donc là aussi, c'était une démonstration de la valeur ajoutée de notre produit à prolonger la vie de ce patient-là. Et puis 4 autres patients qui ont été réajustés juste en fin de chirurgie et 1 an après, on voit que parce que le chirurgien a pu optimiser la réparation juste à la fin de la chirurgie, il ne démontre aucune régurgitation mitrale après 1 an. Donc on maintient l'efficacité du produit après 1 an. Donc ça aussi, c'est un très bon résultat puisque ça fait partie de l'élément de différenciation de cet anneau mitral Kalios. Juste pour renforcer un peu le message, parce que je pense que c'est important, donc sur cette population, sur cet échantillon de patients, c'est 100% d'efficacité. C'est pas autre chose, 100%. Alors c'est que 20 patients bien sûr, mais c'est 100% d'efficacité, donc ça veut dire 100% de valves étanches après 1 an. Et il est probable que les 5 patients qui ont été réajustés grâce à la différenciation que procure Kalios, s'ils n'avaient reçu qu'un anneau traditionnel, auraient probablement dû subir une réintervention dans l'année qui suivait la première intervention. Alors que là c'est simplement un réajustement fait par le chirurgien. Voilà, donc là c'est juste c'est comme une piqûre. Oui, en gros c'est comme une piqûre, hein. C'est-à-dire vous allez ponctionner la petite poche d'accès qui se retrouve au niveau de l'épaule et vous venez réajuster sous fluoroscopie, hein, sous contrôle radiographique. Vous venez vérifier, resserrer un petit peu la base de la valve sans que ça soit une intervention. Donc ça c'est sous anesthésie locale, petite anesthésie sur le coin de l'épaule et c'est tout. D'accord. Donc gros intérêt en termes d'abord
Encore une fois, 100% d'efficacité à 1 an grâce au réajustement. Et deuxièmement, c'est la seule valve, le seul anneau qui permet ce type d'intervention à distance. Et donc du coup, vous allez faire des tests de façon beaucoup plus large, ou comment ça se passe? Alors, on va y venir. Et dans ces cas-là, ça coûte peut-être des sous aussi, non? Voilà, effectivement. Donc là, depuis 1 an, et mon arrivée à la direction de l'entreprise, on a évalué la meilleure stratégie, forcément sur tous nos produits, et ces bons résultats à 1 an nous donnent vraiment une opportunité intéressante de pivoter notre stratégie qui était exclusivement concentré sur l'Europe et de pivoter vers les États-Unis. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, puisque ce que l'on observe, c'est une évolution de la complexité, on va dire des enregistrements réglementaires. On parlait du remboursement qui est lorsque la thérapie et le dispositif est performant et plus facile. Pour enregistrer, ça se complexifie. Et donc vraiment ici, ça fait plusieurs mois qu'on regarde cette opportunité, et ces résultats-là nous la donnent, de pivoter vers la FDA, donc qui est l'agence de santé américaine, qui nous permet vraiment d'envisager une stratégie plus facile, puisqu'on peut démontrer l'équivalence au travers de ce procédé d'enregistrement en complétant avec les études cliniques que l'on a déjà générées, et donc pas avoir à régénérer d'études cliniques supplémentaires. Donc c'est vraiment pour nous, une petite entreprise, un avantage. En regardant cette opportunité-là, on a commencé un petit peu en interne ce shift, en revoyant notre stratégie avec nos fournisseurs, de manière à s'assurer qu'ils soient compatibles avec les exigences de la FDA, de renouveler nos inventaires pour qu'ils soient aussi compatibles avec le marché américain. Et du coup, on a souhaité, pour faire des économies et puis optimiser notre horizon de cash, de mettre en pause l'étude européenne. Donc c'est vraiment un revirement important vers les États-Unis, parce qu'on pense pour l'entreprise que c'est une opportunité d'accélérer l'accès au marché et la commercialisation. Alors, on a validé cette stratégie préliminaire avec des consultants seniors qui nous permettent d'appuyer. On ne s'est pas réveillé un matin comme ça en se disant on avait tout changé, effectivement. Et donc, notre objectif, c'est de vraiment aller voir la FDA, de soumettre un dossier de pré-soumission qu'on appelle, pour valider notre stratégie avant la fin de l'année. Et puis, c'est aussi très aligné avec la stratégie de commercialisation dont on parlait il y a quelques instants, puisque les grandes entreprises du médical sont aux États-Unis, et donc se diriger vers le marché américain, c'est aligné avec l'opportunité d'avoir des partenariats pour la commercialisation sur ce territoire. Ça augmente considérablement la visibilité de l'entreprise, d'être présent et d'être enregistré aux États-Unis. Les États-Unis, il y a d'autres marchés intéressants, mais ça reste le plus gros marché mondial d'une façon générale en technologie médicale, et c'est un vrai marché unifié. Il y a un seul enregistrement, un seul type de remboursement, des grands acteurs mondiaux qui sont présents sur place, alors que l'Europe, même si elle tente à s'unifier, est encore une succession de pays qui sont avec leurs exigences particulières. Et puis il y a un autre aspect qui est important, c'est que la réglementation européenne a changé récemment, et que la nouvelle réglementation est beaucoup plus lente et exigeante, y compris sur des produits pourtant à très fort potentiel d'innovation et d'apport en termes de qualité de soins. Donc ça se rallonge côté européen, le marché européen reste plus fragmenté, alors que jusqu'à là, l'Europe gardait un petit avantage d'un point de vue compétitif vis-à-vis des États-Unis par un enregistrement réglementaire qui n'était pas plus compliqué, voire un peu plus simple. Là, ça s'est inversé depuis la mise en place de la nouvelle réglementation. Donc il est assez fréquent de voir les entreprises transitionner un peu leur stratégie d'une priorisation de l'Europe vers une priorisation des États-Unis. Oui, parce qu'au départ, aux États-Unis, si mes notes sont bonnes, c'était prévu plutôt pour 2027, non? C'est pas ça? Alors, 2028, et l'Europe un peu plus tôt. Plutôt sur la valve. Voilà, et là, du coup, hop, vous avez switché pour l'anneau, oui, parce qu'il y a une opportunité qui est vraiment importante, et la différence va être assez significative. D'accord. Et sur Epigone, du coup, où vous en êtes? Je pense que est-ce que vous avez déjà implanté ou est-ce que vous pensez implanter de nouveaux patients ou... Alors oui, effectivement, donc Epigone, on a démarré notre étude pilote, et donc l'essai clinique, on l'a communiqué au mois de mars.
avec une première implantation réussie qui s'est très bien déroulée. Et donc sur le produit Epigone, ce que l'on fait en ce moment, c'est qu'on continue, puisque c'est ce qu'on explique ici, c'est au mois d'avril, on a eu le suivi à 1 mois de notre première patiente, et donc ce que l'on observe, c'est une chirurgie qui s'est passée de manière très simple, qui a été, on va dire, exemplifiée par le retour et le feedback du chirurgien qui a utilisé notre produit. Avec une quinzaine de minutes pour venir implanter cette valve-là, comparé à ce qui se fait dans la concurrence aujourd'hui. Et puis, la patiente a très rapidement récupéré, seulement une nuit en soins intensifs, alors que c'est plusieurs jours. Et au bout de 4 jours, elle est sortie de l'hôpital et pouvait reprendre ses activités quotidiennes, contre 6 à 9 mois pour une intervention très lourde. Donc ça a été vraiment un succès important. Préliminaire, hein, il faut prendre un peu de précaution. C'était la première patiente sur lesquelles on a communiqué, et grâce à ces bons résultats, on a eu un comité indépendant clinique qui revoit les essais cliniques et qui nous a donné l'autorisation de continuer. Donc on continue de traiter des patients avec notre valve Epigone, et puis notre objectif est toujours le même, donc de communiquer lorsqu'on aura atteint nos 5 patients implantés prochainement. Donc on avance et on continue de travailler pour ceci. On continue de communiquer les bons résultats. On a fait ça pendant un congrès international qu'on appelle l'EuroPCR au mois de mai, qui s'est déroulé ici à Paris, où l'on a présenté, donc c'était même notre chirurgien qui fait partie de l'étude qui a présenté les résultats. Et donc ce qui était très intéressant, c'était de voir la réaction des experts chirurgicaux, donc à la fois les chirurgiens cardiaques, mais aussi les cardiologues, qui étaient unanimes sur le fait que cette valve a un design unique et qui permet de restaurer le flux sanguin. Et il y en a même qui a dit il était temps que les fabricants de dispositifs médicaux se penchent sur ce problème-là. Donc c'est extrêmement positif. Alors, il faut bien comprendre également que la procédure réglementaire pour faire ce type d'intervention sur des produits qui sont encore en phase de validation clinique sont extrêmement contraignantes. Il y a tout un protocole de tri des patients, vérifier leurs critères d'éligibilité au protocole clinique. Donc ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois de valider les patients, donc ça demande un peu de temps. C'est très lourd en fait. Okay. Mais du coup, ça entraîne aussi pas mal de frais, non ? Oui, certainement. C'est effectivement une partie importante de nos budgets, les essais cliniques. D'ailleurs, nous avions fait une augmentation de capital en février dernier, et donc c'est cette augmentation de capital qui nous a permis d'activer en partie cet essai pilote sur Epigone, et puis de progresser à la fois sur les autres projets, mais sur les aspects cliniques. Donc un autre point qui est aussi très important, on a l'habitude de valider notre stratégie, nos hypothèses en faisant des enquêtes, en interrogeant des utilisateurs potentiels, donc des chirurgiens, des cardiologues interventionnels. Et donc récemment, nous avons essayé d'appuyer notre stratégie sur notre valve Epigone, qui est, de par son design, très, très unique. Et donc on en est convaincu, on voit les premiers résultats, mais c'est important de vérifier ces hypothèses-là. Et donc jusqu'à une 60aine de chirurgiens et de cardiologues interventionnels par une entreprise intermédiaire spécialisée dans ces enquêtes. C'est pas nous qui allons poser des questions directement, donc ça permet d'enlever les biais. Nous, on est tous très motivés pour faire avancer la médecine. Voilà. Et donc ce que l'on voit aujourd'hui, c'est des résultats qui sont préliminaires, mais très encourageant, puisque à la fois les chirurgiens cardiaques et les cardiologues expriment, on va dire, et valident la différenciation de notre produit sur son design. Donc on voit des réponses entre 70 et 90%, on va dire, d'accord sur l'hémodynamique qu'amène notre valve, donc c'est-à-dire la facilité à faire circuler le sang à l'intérieur du cœur et à préserver le flux naturel. L'ancrage anatomique qui permet d'avoir une performance de la valve, et son design biomimétique qui vraiment est inspiré de la valve naturelle. Donc ça, c'était vraiment un point important qui confirme cet élément de différenciation, et étant l'unique valve mitrale qui a cette promesse de restaurer le flux sanguin naturel dans le cœur.
Le deuxième point, c'est lorsqu'on leur demande l'utilisation, est-ce qu'ils souhaiteraient utiliser notre produit sur la base de cette valeur. 70% des chirurgiens cardiaques, à la fois en Europe et aux États-Unis, nous ont répondu que oui, ils voient vraiment un avantage. Et donc, c'est un support important de ces potentiels clients, ces potentiels médecins à l'utilisation de notre produit. Et enfin, quelque chose qui est un peu plus complexe dans le, on va dire, dans le traitement et l'approche du patient, c'est que généralement les chirurgiens, les cardiologues font des interventions qui sont différentes. Le chirurgien cardiaque a pour l'habitude de venir faire des chirurgies qui nécessitent des ouvertures. Le cardiologue interventionnel utilise des cathéters qui permettent de passer au travers des veines. Voilà. Et donc il y a des traitements aujourd'hui qui sont concurrents entre la chirurgie cardiaque et l'intervention d'un cardiologiste. Et ce que l'on observe ici, c'est que lorsque les cardiologues ont été exposés à la proposition de valeur de notre produit, ils ont reconnu que le côté unique et la différenciation de pouvoir préserver ce flux sanguin, de pouvoir, on va dire, faire en sorte que le patient récupère plus rapidement, ils se sont accordés sur le fait qu'ils référeraient, donc ils enverraient chez les chirurgiens environ 35% de leurs patients, même s'ils ont une solution moins invasive, parce qu'ils voient vraiment la valeur de notre produit. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est important, puisque on voit deux types de postes de valves aujourd'hui. Sur le marché, il n'y a qu'une seule valve aujourd'hui qui existe, mitrale, et qui se pose par cathéter, comme on l'a vu, avec une petite incision. Et il y a plusieurs recherches qui visent à faire passer ces valves-là par des cathéters au travers des veines. Et c'est quelque chose de relativement complexe. Et on voit que dans les développements, les sociétés ont fait un peu le compromis de la facilité de l'utilisation par rapport aux bénéfices du patient. Et donc nous, on ne souhaite pas faire ce compromis-là. Et on voit vraiment un réel avantage, et les cardiologues sont d'accord pour les patients les plus sévèrement touchés par cette maladie. Ils sont d'accord pour les envoyer chez le chirurgien pour être traités avec notre produit. Donc ça, c'est vraiment important, et ça valide un point de notre stratégie qui est critique, c'est qu'aujourd'hui on va continuer de pousser ce développement dans ce transcathéter qu'on appelle transapical, qui est effectué par les chirurgiens, parce qu'on sent qu'il y a un marché, que ça va apporter un bénéfice aux patients et que ça va être utilisé. En parallèle, on investigue des solutions moins invasives que l'on appelle transseptales, qui se développeront, on va dire, en background. C'est pas notre priorité actuelle, mais comme c'est le futur potentiel de cette chirurgie, on souhaite quand même investiguer et d'amener la propriété unique de notre valve dans une voie transseptale. Alors, la bonne perception par les cardiologues, c'est un élément important, parce que dans le parcours de soins du patient, le patient rencontre d'abord le cardiologue. Donc si le cardiologue le garde pour lui, par définition, le chirurgien ne le voit jamais. Donc il est important, c'est 35% de patients complexes où le cardiologue pense qu'il sera mieux traité par le chirurgien. C'est un flux de patients pour Epigone qui se confirme. D'accord. Voilà. Donc, ça nous permet de progresser, c'est de très bonnes nouvelles sur notre portefeuille de cardiologie structurelle. Aujourd'hui, sur nos produits Epigone et Artus, on continue d'avancer avec les milestones et les dates que l'on avait annoncées. Pour Calios, on se met un objectif de soumettre ce pré-dossier en 2023 pour aller contacter la FDA et puis pour valider notre stratégie. Beaucoup de temps, là. Voilà, mais toute l'équipe est en ordre de marche sur cet aspect-là, puisque c'est un point important de notre stratégie. Peut-être en quelques mots, la stratégie d'Affluent aujourd'hui, on est une petite société, on a un portefeuille assez diversifié pour la maturité de la société avec ces trois produits, et donc forcément 98% de nos actifs, de nos employés travaillent sur l'exécution de ces étapes sur nos trois produits pour faire avancer les essais cliniques, pour préparer la commercialisation. Donc ça, c'est notre première étape, c'est vraiment de délivrer sur le marché ces produits différenciés qui amènent une forte valeur ajoutée clinique. Mais on voit que progressivement nos stratégies peuvent être découpées en trois phases et nous permettre de fournir une croissance pour la société et aussi une opportunité d'investissement attractive pour des investisseurs
avec des fonds supplémentaires, de commencer à entrevoir des opportunités marché qui vont continuer de croître. Et donc notre deuxième ambition, c'est de vraiment réduire l'impact de la chirurgie sur le patient et de traiter plus de patients. Donc ça, ça fait partie de notre stratégie. On en a parlé très rapidement, donc de faire la valve mitrale au travers d'un tout petit cathéter. Voilà, ça permettrait de vraiment apporter cette valve unique d'une manière moins invasive, d'avoir une miniaturisation de notre sphincter, d'avoir des indications supplémentaires, ajouter la femme à l'homme par exemple. Cela demande des fonds supplémentaires, c'est des opportunités qui sont importantes, et donc pour nous cette seconde phase là sera une phase importante de notre stratégie dans les années à venir. Et puis la troisième phase, beaucoup plus lointaine, aspirationnelle, qui est de regarder un petit peu comment on peut continuer à améliorer l'impact de ces chirurgies sur les patients, comment on peut aider le chirurgien à être plus performant. Et un point qui est très important, c'est vraiment de réduire cette variabilité du geste. On parle beaucoup, on a des pépites françaises de la robotique en chirurgie générale. On voit ces robots permettre aux chirurgiens d'avoir un geste plus précis. Et donc, ces choses-là sont en train d'être explorées dans la cardiologie structurelle, dans les chirurgies mini-invasives, et on y voit, nous, un axe de développement et une opportunité également avec des fonds supplémentaires d'avancer. Donc, un éventuel partenariat avec une société de... Voilà, par exemple, ou des programmes internes. La tendance de fond, c'est réduire l'invasivité, de façon à ce que le patient récupère plus vite et que ça puisse être adressé à toutes les catégories de patients qui souffrent de ces maladies-là, notamment les plus âgés, les plus faibles. Et puis la deuxième, c'est rendre l'accès plus simple aussi, simplifier le geste de façon à ce qu'il y ait un plus grand nombre de médecins qui puissent adopter ces techniques également. Donc c'est la combinaison des deux facteurs dans la stratégie d'Affluent. Voilà. D'accord. Donc même si notre stratégie, on voit loin, on est très focalisé sur l'actuel, et donc aujourd'hui nos trois priorités, c'est vraiment l'exécution des activités cliniques, également le refinancement de la société, c'est un point important. Si on veut amener sur le marché ces produits innovants, il faut continuer à lever des fonds. Et en troisième point, c'est de commencer à préparer l'industrialisation. Aujourd'hui, on est toujours une petite société, on est équipé pour fabriquer des produits pour l'essai clinique. Il va falloir qu'on s'étende et qu'on fasse l'acquisition. La commercialisation, vraiment... Voilà. Lorsqu'on va avoir besoin de fabriquer des milliers de produits ou des dizaines de milliers de produits, on ne pourra pas faire ça dans nos bâtiments actuels. Donc voilà, notre troisième priorité, c'est vraiment l'industrialisation et la fabrication. Et on sait que c'est un axe important pour l'État français, la réindustrialisation de la France. Et donc on recherche comme ça des partenariats et des solutions de financement. Vous avez quand même un peu d'aide de l'État au niveau français, non? Voilà, il y a des programmes et on commence à regarder comment en bénéficier. D'accord. Et la commercialisation commencerait par Kalios, c'est ça? Alors, ceux qui sont à peu près sur les deux produits qui sont sur, on va dire, le même timing sont Kalios et Artus, puisque ce sont des essais cliniques pour l'un qui sont quasiment terminés et pour l'autre qui sont beaucoup plus courts. La valve nécessite des études beaucoup plus approfondies. On vient vous changer la valve, donc là c'est quand même beaucoup plus lourd. C'est une étude qui va prendre entre 200 et 300 patients, donc ça nécessite des moyens et un peu plus de temps. Pour compléter la réponse sur la France est un pays accueillant pour les technologies médicales. Il y a beaucoup d'aide, il y a le crédit impôt recherche, il y a des fonds d'amorçage, il y a des accompagnements aux essais cliniques. Le défaut de la France, c'est sa taille, c'est 60 millions d'habitants, donc en termes de commercialisation, on ne peut pas développer que pour le marché national. Donc c'est forcément tout de suite un enjeu international. Et donc c'est pour cela qu'on s'intéresse beaucoup à des enregistrements, notamment aux États-Unis, qui restent et qui vont rester pour longtemps le plus gros marché. Mais vous avez également une joint venture en Chine, non? Donc c'est quoi? C'est plutôt des fournisseurs? Comment ça se passe? Alors ce sont des partenariats. Comme on en a discuté sur la commercialisation, on est une petite entreprise, on aura des fonds supplémentaires nécessaires, même pour développer notre force de vente européenne, mais on ne va pas pouvoir s'étendre très rapidement de manière organique. Et donc il va falloir faire ces partenariats.
pour les États-Unis avec de grandes entreprises. Et pour accéder au marché chinois, de par la complexité de l'accès de ce marché, la réglementation, avoir un partenariat avec une société chinoise. Donc nous en avons établi 2 sur Epigone et sur Artus. Ça nous permet d'être propriétaire d'une entité et de s'associer pour mettre sur le marché chinois les dispositifs. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été amorcé il y a plusieurs années et qui nous permet de se préparer à l'accès de ce marché-là. C'est un des plus gros marchés aujourd'hui, avec certaines complexités. C'est pour ça que c'est important d'y aller avec des partenaires. D'accord. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop d'autres questions. Juste vous présentez régulièrement des mises à jour sur les milestones. Et que pouvons-nous espérer un jour? Est-ce que vous pouvez un jour, je ne sais pas, tirer des revenus de ça? Effectivement, c'est tout l'objectif. Donc aujourd'hui, on a revu un petit peu le pipeline. Les premières commercialisations sont envisagées à l'horizon de 2026. D'accord. Et puis, à partir de 2026, entre la diversification, soit des indications, soit des régions, on peut espérer une commercialisation d'un produit à peu près tous les ans ou d'une nouvelle indication qui va faire une croissance continue et attractive pour la société. Et plus on s'approchera de la commercialisation, c'est-à-dire plus les essais cliniques auront été avancés, plus ça ouvre la possibilité d'établir des partenariats stratégiques aussi avec certains grands acteurs américains, dont l'une des premières étapes est le financement de la préparation de la commercialisation. Donc c'est ce qu'on appelle des versements amont à la commercialisation, donc qui pourraient être envisagés à partir des périodes juste avant ces commercialisations. D'accord. Voilà. Mais bon, c'est déjà bien avancé, enfin, de toute façon. On progresse bien dans la bonne direction, effectivement. Voilà. Donc c'est vrai que si on résume un petit peu Affluent Medical, aujourd'hui c'est une société qui évolue dans un portefeuille avec un portefeuille de 3 produits pour 2 maladies, dans des marchés qui sont, on va dire, importants et qui croient fortement. Nos produits sont différenciés, c'est-à-dire qu'ils apportent vraiment une valeur ajoutée à un besoin clinique qui est identifié. Le portefeuille de 3 produits nous permet de dérisquer un peu le profil de la société, donc ça c'est important. Et si un seul produit fonctionne, ça fera le succès de la société et de ses actionnaires, c'est un point qui est important. On va revenir juste après. Voilà. Et puis on a vraiment des milestones cliniques importantes. On vient d'en annoncer donc les résultats à 1 an sur Kalios, c'était une étape importante pour nous. On en a d'autres qui vont venir et on communiquera spécifiquement dessus. Les partenariats, on en a parlé, sont importants pour étendre notre influence et la commercialisation de nos produits. Et puis une forte protection de nos technologies par des brevets importants, ce qui permet de se protéger des compétiteurs à copier nos dispositifs. Justement, vous n'êtes pas peur de la Chine, justement, à ce sujet-là, que grâce à cette fameuse joint venture, ils copient, ils collent et hop, et puis... Alors, tout est prévu forcément dans nos contrats, et puis c'est tout l'intérêt du partenariat, c'est-à-dire que les deux parties de la collaboration sont intéressées à rapidement mettre sur le marché pour pouvoir bénéficier des revenus. Donc c'est ça qui vraiment... Ça facilite énormément l'accès au marché chinois. L'effet inverse de revenir aux États-Unis depuis la Chine, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc il y a déjà, c'est prévu dans les contrats, mais en plus, quand bien même il y aurait des velléités que ça se fasse, ça prendrait quelques... Entre la tension un petit peu entre les Américains et les Chinois. Oui, alors au niveau de la santé, heureusement, le bénéfice des patients l'emporte pour l'instant, mais la compartimentation des régions reste assez forte. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur cette nouvelle donc d'hier soir, et puis on va parler peut-être un petit peu du cours de bourse, si vous êtes d'accord. Parce que ce matin, c'est vrai que hier soir, ça va dans 0,7. Bon, je crois qu'elle était introduite à 8,61 fin 2021. Alors il y a une personne qui me disait, mais comment ça se fait que ça fluctue comme ça autant? Alors aujourd'hui, autant c'est explicable, mais sinon, qu'est-ce que vous avez un petit mot à dire?
Alors effectivement, oui, le parcours depuis 2021, on a beaucoup de similitudes avec les medtech et les biotech du secteur, où on a vu depuis 18 mois une baisse d'environ 60 à 70% qui est impactée par un repositionnement des investisseurs sur des entreprises plus grosses avec des profils moins risqués. Donc c'est sûr qu'on voit certains investisseurs répartir leurs investissements de manière différente. Donc ça, on voit ces évolutions-là. On voit que par rapport à la stratégie de l'équipe précédente, il y a eu des glissements qu'on est en train de rattraper. Donc ça, c'est important également. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on remet en place des directions stratégiques et on pivote, ce qui nous permet de démontrer la confiance vis-à-vis de la société. Et puis, bon, les marchés actuellement sont pas très bons depuis environ 12 mois. Et donc, on pâtit aussi de cet aspect-là. Et on est une toute petite société avec un investisseur majoritaire. Donc, notre liquidité est un peu impactée également. Donc, tous ces facteurs-là expliquent l'aspect de la volatilité du titre. D'accord. Et on est ravi de voir que l'annonce de résultats cliniques positifs fait réagir. Ah ben là, ça a eu un impact direct. Bon, après, c'est vrai qu'il y a un internaute qui disait pourquoi autant de fluctuations dans la journée. Ben, c'est souvent comme ça, hein. Juste pour expliquer un petit peu, ben, quand il y a de bonnes nouvelles, ben, il y a souvent des acheteurs qui ont envie de venir. Et quand on veut vraiment avoir des grosses quantités de titres, entre guillemets, ben, on est obligé de tirer un tout petit peu aussi le titre. Ça fait revenir commander du papier. C'est pour répondre à une question. Et du coup, ben, on peut avoir des prix un petit peu mieux, notamment, enfin pas dans la journée, voilà. Donc c'est vrai que le fait que le titre comme ça ait explosé un petit peu ce matin, on était à plus de 100% de hausse, on était à 2,24 je crois au plus haut. Bon, ouais, ça tient bien, elle a 48%, on est à 1,58,5. Voilà, ça c'est la bourse, hein, ce sont les effets d'annonce. Tant mieux aujourd'hui, c'est dans ce sens-là. Voilà. Alors il faut expliquer aussi, on a fait une augmentation de capital au mois de février. Aussi. Le cours d'exercice de souscription était de 1,35. Donc on a créé de la valeur par rapport aux personnes et aux investisseurs qui nous ont fait confiance à cette période-là. Là, je vois à peu près un 5, un 6. C'est sûr que les personnes qui ont souscrit aux actions d'Affluent Medical à 1,35, à 2 euros, ça faisait une sacrée plus-value. Et il est normal que certains investisseurs et actionnaires aient souhaité prendre un bénéfice sur cette partie-là. Vous aviez fait une aussi, je crois, fin 2022, non? Oui, effectivement, il y avait un tout petit bridge qui avait été... Donc 14 millions, c'était en février. C'était en février, là. Voilà. D'accord. D'ailleurs, il y a un facteur qui est aussi important, je le rappelle à nos actionnaires aujourd'hui, puisque notre augmentation de capital de février était associée de PSAR, donc qui s'accélère jusqu'au 5 décembre à des conditions d'achat à 1,50. Donc ça reste toujours attractif par rapport au cours d'aujourd'hui et à son niveau de stabilisation qu'on espère. Il est important de aussi rappeler que le succès d'Affluence s'installe dans la durée. Hein. C'est qu'on est sur des cycles de développement de produits qui prennent plusieurs années. Bien sûr. Donc il faut aller à travers tous ces éléments. Donc on communiquera à chaque fois qu'il y a des résultats cliniques significatifs à rappeler, mais ça s'inscrit dans la durée. Voilà. D'accord. On ne cherche pas des petites incrémentations d'amélioration de la santé des patients, on cherche à leur sauver la vie, à leur changer leur qualité de vie, donc c'est des choses qui prennent du temps et de l'effort. Un gain de temps pour les chirurgiens également, c'est du gain de temps et de peut-être moins de souffrance aussi donc pour les patients. Bien sûr. Effectivement. Avec des chirurgies beaucoup moins lourdes, moins condites, moins invasives. Des durées d'hospitalisation sûrement moins chères, moins longues. Et donc moins cher. Et donc moins cher, cela va de fait. Ok. Est-ce que, comme ça, alors je vais voir s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions via l'onglet questions, le chat n'est pas accessible. Vraiment question privée, n'hésitez pas à les poser, je les retransmettrai à Sébastien et à Michel. Juste en attendant peut-être de voir quelques questions, est-ce que vous pouvez comme ça, donc en un mot, nous repréciser un petit peu les grands défis pour demain? Les projets, on en a parlé un petit peu, mais voilà, quels sont vos grands défis et vos priorités? Bon, on a cru comprendre quand même, en inversant tout simplement l'Europe, les États-Unis, attaquer directement le marché américain, via sûrement des partenariats, comme vous disiez, parce que bien évidemment, il faut financer tout ça.
voilà. Donc, alors nos priorités, donc en les répétant, c'est vraiment l'exécution des activités cliniques, c'est le refinancement de la société, et puis s'assurer que l'on se prépare à la commercialisation par l'industrialisation et la fabrication. Donc ça c'est vraiment cette année et l'année prochaine, on va continuer de se focaliser sur ces éléments-là. Effectivement, on est toujours, on va dire, dynamique sur l'évaluation de nos stratégies. La stratégie, c'est quelque chose qui est fait pour être réévalué régulièrement en fonction des évolutions de marché, en fonction de la compétition des autres acteurs qui évoluent. Et donc, on réévalue en permanence le chemin le plus court pour permettre la réussite d'Affluent et pouvoir amener ces produits aux patients le plus rapidement possible. Donc, c'est exactement ce que l'on a fait avec Kalios et cette décision de pivot sur les États-Unis, parce qu'on pense que c'est une stratégie qui sera payante et nous permettre de gagner du temps. Alors justement, j'ai une question de la part de Thibaut. Est-ce que vous pourriez revenir sur le calendrier clinique d'Artus, et notamment le lancement de l'essai pilote Pivot Dry? Voilà, c'est une très bonne question. Donc, à aujourd'hui, on travaille d'arrache-pied à activer des centres cliniques. Donc, on a eu l'obtention et l'autorisation dans un premier centre. On soumet des autorisations, donc c'est exactement la même façon. Il faut soumettre des dossiers pour obtenir les autorisations dans d'autres centres et dans d'autres pays. Donc, on est en train d'étendre ces autorisations en Pologne, en Espagne. Et lorsqu'on aura obtenu ces décisions-là, on sera en passe de pouvoir commencer notre essai pilote que l'on espère prochain. D'accord. Pour répondre à Jean-Luc, le premier chiffre d'affaires est prévu pour quand? Alors le premier chiffre d'affaires avec la commercialisation soit d'Artus soit de Kalios à l'horizon de 2026. D'accord. On peut espérer, on va dire, d'autres afflux monétaires au travers des partenariats, Michel en parlait tout à l'heure, et donc c'est aussi une stratégie de financement de la société par des fonds qui sont non dilutifs, donc qui aident également à préserver la valeur des actionnaires, et donc le partenariat sur certains de nos produits pour certaines régions nous permettront de ramener non des revenus mais des fonds supplémentaires pour supporter le développement de nos produits. Très bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à poser vos questions. Je vous rappelle, exactement actuellement, elle vaut 1,54 €. Je vous rappelle que Affluent Medical, le mnémonique c'est AFME, une valeur éligible au PEA, PEA, PME, qui fait partie de l'Eurolist groupe compartiment C. Voilà. Donc c'est le marché officiel, c'est l'Eurolist, c'est pas Ronex Growth, c'est le marché Eurolist. Est-ce que vous avez d'autres questions? Écoutez, je vois qu'il n'y en a plus. Vous voulez peut-être dire un dernier mot, Monsieur le Président? Non, Sébastien, je pense à résumer. L'important, c'est qu'on s'adresse à des grands enjeux de santé publique. C'est pas des marchés de niche, c'est des marchés mondiaux avec des croissances qui sont soutenues et qui vont continuer d'être soutenues pendant des décennies, avec, encore une fois, je le disais, le vieillissement de la population, son augmentation globale. Donc, c'est des marchés extrêmement dynamiques qui s'inscrivent dans une belle trajectoire. Affluent a une mission extrêmement noble de traiter des pathologies qui sont extrêmement invalidantes pour des millions et des millions de patients, et on est très confiant sur la capacité d'exécuter avec la nouvelle équipe et de bientôt avoir un impact direct sur le plus de patients possible. Ça sera notre plus grande satisfaction. Et après, pourquoi pas l'urologie, la cardiologie, peut-être autre chose? Les idées ne manquent pas. Ce qui est passionnant dans ce domaine, c'est qu'il y a des besoins énormes et que la technologie va apporter énormément de solutions et de bénéfices à une population qui ne fera qu'augmenter à terme. On n'a pas parlé d'une chose, c'est de l'intelligence artificielle dans votre domaine, donc comment ça se concrétiserait notamment pour ces produits? Alors c'est un domaine qui viendrait s'insérer un peu plus tard dans notre stratégie. Vous avez vu la stratégie découpée en 3 phases. Oui. Effectivement, l'intelligence artificielle, c'est un domaine qu'on connaît bien tous les deux. On y a travaillé dans différentes expériences. Michel aujourd'hui est en charge d'une société qui s'occupe d'un robot qui comporte de l'intelligence artificielle, et donc vraiment pouvoir amener de la précision, supporter. C'est lors des opérations. Voilà,
voilà, dans des... Exactement, qui peuvent aller jusqu'à l'autonomie totale décidée à très long terme aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui pourrait venir aider le chirurgien à avoir un geste plus précis, à, on va dire, diminuer la variabilité du geste chirurgical de manière à avoir une performance clinique qui soit toujours la même. Ou du travail à distance également, c'est simplement pour, potentiellement, pour remettre potentiellement. À partir du moment où vous commencez à mettre un ordinateur entre les mains d'un praticien et le malade, il y a tout un tas d'innovations qui peuvent y venir. Il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle en santé. C'est un énorme accélérateur d'accès pour, encore une fois, des millions de patients qui ont du mal à y avoir accès. Et ça permettra d'augmenter la précision, d'augmenter l'accès, encore une fois, et de soigner donc bien plus de gens. Et il y a énormément de choses qui sont en cours de développement, qui sont absolument passionnantes. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Très bien, oui, on pourrait peut-être remercier nos actionnaires qui nous soutiennent depuis de nombreuses années, notamment Truffle Capital, qui est un actionnaire important de la cap table d'Affluent Medical. On remercie les actionnaires qui nous ont soutenus aujourd'hui et qui tirent un bénéfice de nos progrès pour amener ces produits sur le marché. Et puis de tous nos employés qui travaillent durement pour faire avancer ces produits. C'est des gens qui sont passionnés à vraiment avoir un impact, donc c'est très important aussi. D'accord. Écoutez, merci beaucoup messieurs. Donc Michel Thérin, président du conseil d'administration, et Sébastien Ladé, directeur général de Affluent Medical, AFME. Voilà, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, peut-être une autre fois pour nous donner la suite des événements. Bien sûr. Voilà, la suite des progrès, et puis pourquoi pas un premier chiffre d'affaires et plus tard des dividendes. Effectivement. Allez, au revoir à tout le monde. Merci d'avoir participé. Merci, messieurs.